Donc bonjour, il est 11 heures. Je vous propose de commencer ce webinaire avec comme sujet les réseaux sociaux dans le parcours d'achat. Alors avant de commencer, est-ce que tout le monde m'entend bien? Parfait. Donc je me présente, je m'appelle Alexa Nevrard, je suis consultante chez Web Transition. Web Transition, c'est un cabinet conseil de 30 consultants. Nous accompagnons plus de 30 acteurs, retailers et pure players, dans toutes les problématiques digitales. Nous sommes spécialisés sur l'optimisation de la conversion et la refonte d'interfaces. Nous intervenons au travers de différents accompagnements, des accompagnements stratégiques pour construire des roadmaps projets, construire des stratégies marketing, l'aide au choix aux agences et aux différents outils. On réalise également des audits de performance online. Nous accompagnons également de manière opérationnelle avec des renforts de gestion de projet, des délégations e-commerce, de la refonte de parcours client, puis en accompagnement organisationnel, puisque nous avons une régie avec option d'embauche, nous sommes centre de formation agréé et nous pouvons également transférer nos compétences. Nous avons une expertise forte sur des leviers créateurs de business, comme sur la descente catalogue, le merchandising, le e-merchandising, la recommandation produit et la personnalisation. Donc des sujets qui sont extrêmement dans la tendance du web en ce moment. Donc voici les différents points que nous allons aborder durant ce webinaire. Je voudrais d'abord vous refaire une introduction au phénomène des réseaux sociaux. Je pense qu'il est important de remettre les choses dans leur contexte et de voir un petit peu l'évolution. J'ai oublié de préciser surtout si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à m'interrompre, je serai ravie de répondre à vos questions. Donc après cette introduction, nous allons voir comment intervenir et quand au sein du parcours d'achat, la mise en place d'une stratégie social selling et en même temps, par la suite, le suivi des performances qui est primordial lorsque l'on met en place une stratégie e-marketing. Donc une introduction au phénomène des réseaux sociaux. Il faut savoir aujourd'hui que près de 93% des consommateurs, dont je suppose nous faisons partie tous, on consulte les réseaux sociaux quand il s'agit de prendre une décision d'achat. On est vraiment face à un important phénomène d'engouement de ces utilisations des réseaux sociaux, surtout en fait à cause et grâce à l'émergence des NTIC, donc nouvelles technologies d'information et de communication. On fait face à une grosse dimension psychologique et sociale. Alors, il faut savoir qu'à la base, les réseaux sociaux, ils étaient utilisés par les entreprises surtout pour communiquer sur leur image de marque et pour mettre en avant des promotions. Maintenant, en fait, on passe une nouvelle barrière, une nouvelle frontière au niveau des réseaux sociaux, puisque avant, quand on parlait de communauté, maintenant, on parle plus de relations sociales, c'est-à-dire d'avoir une véritable interaction, en fait, entre le client et l'entreprise. Les entreprises n'ont donc plus le choix, ils doivent être là où sont les consommateurs, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, qui permettent de réagir plus rapidement et plus pertinemment. Donc, comme je vous le disais, les réseaux sociaux ont énormément évolué. À la base, on communiquait sur l'information et sur le contenu avec la publication de contenu branding, donc la communication de marque, et le relais d'informations commerciales. Maintenant, les réseaux sociaux servent pour renforcer la notoriété et la visibilité de l'entreprise. Claire, je vous réponds juste après, on a des chiffres. Donc, pour renforcer la notoriété, nous avons surtout, en fait, les réseaux sociaux sont de véritables leviers de recrutement et permettent de renforcer le positionnement de l'entreprise, surtout en termes des cibles clients. Ensuite, les réseaux sociaux permettent de développer donc cette relation client avec des interactions directes et la mise en place d'une véritable proximité et communauté. Et donc voici les chiffres dont nous parlions pour illustrer le phénomène des réseaux sociaux. Alors j'ai pris des chiffres basés sur la France puisque je les trouvais assez pertinents en fait. Donc 82% des internautes français sont inscrits sur au moins un réseau social. C'est énorme, ça représente un potentiel de personnes à adresser qui est colossal. 16% des utilisateurs français sont devenus nouveaux clients d'une marque grâce à un réseau social. Je vous parlais du fait que c'était d'excellents leviers de recrutement, nous en avons la preuve ici.
Il faut savoir que nous sommes accros à nos téléphones et aux nouvelles technologies puisqu'on passe en général 1 heure et demie en moyenne chaque jour sur les réseaux. Et notre top performer au niveau des plateformes, c'est bien évidemment Facebook qui comptabilise 20 millions d'utilisateurs quotidiens chaque jour. Claire, est-ce que du coup je réponds à votre question? Je vous en prie. Alors, en quoi le consommateur utilise ces réseaux sociaux? En général, quand il désire acheter ou qu'il détecte un besoin, il souhaite utiliser ces réseaux pour questionner, échanger, commenter et donner son avis. C'est les avis qui sont extrêmement importants sur le web puisqu'ils vont véritablement impacter en fait dans la décision d'achat, dans la manière de consommer et également parallèlement sur la réputation de l'entreprise. Donc sur les réseaux sociaux, on recherche avant tout des produits, des informations sur ces produits, des promotions, qui est une tendance en général sur le web, des avis clients et des informations sur une marque ou sur une tendance. Effectivement, on cherche des promos et des produits sur Facebook, puisque on va le voir en fait par la suite. Facebook, c'est une plateforme qui permet de publier surtout du contenu, et c'est d'ailleurs ce qu'en attendent les internautes. Ils ont besoin de retrouver des promotions et des actualités en fait sur l'entreprise. Donc je vous ai mis ici une infographie qui je trouve est très bien faite, qui reprend les différentes grosses plateformes avec les profils d'utilisateurs et l'image de la plateforme qu'en ont ces utilisateurs. J'ai par exemple été surprise de constater que la majorité des utilisateurs de Facebook sont les femmes d'une quarantaine d'années. On en a une image d'une plateforme qui s'adresse à tout public et qui est extrêmement populaire. À l'inverse, sur Twitter, par exemple, on s'adresse à des hommes entre 15 et 34 ans et c'est une plateforme qui est extrêmement dynamique. En fonction de ces cibles et de ces profils utilisateurs et de l'image de la plateforme, on poussera des contenus qui vont être différents puisqu'on ne s'adressera pas de la même manière en fonction des cibles clients. Sur cette deuxième infographie, vous avez les limites utilisateurs sur les plateformes qui peuvent vous aider à construire les contenus que vous souhaitez publier, les objectifs que les marques peuvent mettre en place et également, et ce que je trouve qui est extrêmement important, la tonalité éditoriale à adapter puisqu'on ne s'adressera pas de la même manière sur Facebook ou sur Twitter ou sur Snapchat. Sur Facebook, on va vraiment garder le ton de la convivialité, sur Twitter, le ton de l'empathie et sur Snapchat, par exemple, la spontanéité. C'est pour ça que je vous les ai mis. Nathalie, en effet, je trouvais qu'elles étaient extrêmement bien construites. Et pour des personnes qui ont envie de mettre en place des stratégies sociales, c'est déjà une très bonne base. Alors, on va s'appuyer sur un exemple, par exemple la SNCF, qui a intégré d'ailleurs les réseaux sociaux à sa stratégie de communication depuis 2009. Donc, la SNCF publie sur Facebook les bases de l'utilisation des réseaux sociaux, à savoir de partager des bons plans et de communiquer sur l'image de l'entreprise. Sur Twitter, ils ont fait très fort puisque sur Twitter, la SNCF a 2 comptes, un compte pour la relation client et un compte pour les actualités corporate. Donc la relation client, en fait, le community manager de la SNCF est très vivant en fait et rend les choses très interactives en fait avec sa communauté puisque sur Twitter, on peut demander des informations sur les TGV, sur les heures d'arrivée, sur les correspondances, etc. Et la SNCF vous répondra en live. On a également un compte d'actualité corporate qui s'adressera plus aux professionnels et qui permettra de donner des actualités sur les tendances du secteur, etc. Sur LinkedIn, c'est donc un réseau qui est beaucoup plus professionnel, qui va s'adresser à du B2B. On va en profiter pour partager donc les tendances sur le secteur. On retrouve un peu le lien avec Twitter et c'est également une excellente plateforme pour recruter des collaborateurs. Mais la SNCF ne s'arrête pas là, puisque la SNCF a également un compte Google+, qui permet de fédérer des communautés autour des voyages et des passions, des comptes Pinterest et Instagram, qui sont extrêmement bien alimentés et qui permettent d'inspirer des destinations en France et en Europe, puisque quand on voit par exemple les 2 photos que je vous ai mis, on n'a qu'une seule envie, enfin personnellement, j'ai envie de partir en vacances pendant ce long week-end qui nous attend et de prendre un billet de train et d'aller, donc je suppose que c'est la Grèce ou je pense l'Espagne,
et grâce justement aux inspirations que la SNCF peut me donner. Et enfin, leur dernière présence, c'est sur Vine, qui permet de jouer la carte de l'humour et de la viralité. Alors, comme on l'a vu, les réseaux sociaux, ils permettent de répondre en fait aux problématiques de l'entreprise qui finalement restent les mêmes. Une entreprise souhaite réaliser du chiffre d'affaires, être pérenne, recruter de nouveaux clients et surtout fidéliser les clients actuels. Tous les réseaux sociaux et la stratégie social média va permettre, en fait, quand elle est bien combinée, va permettre de répondre à tous ces objectifs. Mais avant de foncer tête baissée dans une stratégie social média, il y a quand même 4 questions à se poser qui sont essentielles. Quels sont les réseaux sociaux incontournables pour ma cible? Quelles sont les habitudes d'utilisation des internautes? Comment adapter sa présence à sa stratégie branding et à ses objectifs? Donc pour préciser, la stratégie branding, c'est vraiment la stratégie de communication sur l'image de marque de l'entreprise. Et quelle stratégie de contenu doit-on adopter pour émerger? Puisque l'objectif, c'est quand même de prendre des parts de voix sur vos concurrents. Est-ce que cette première partie est claire? Bien, donc du coup nous allons attaquer en fait comment intervenir au sein du parcours d'achat. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'émergence des nouvelles technologies, les exigences des clients ont changé et il va falloir s'y adapter. Un parcours d'achat, il s'articule en général autour de micro-moments qui sont déclenchés suite à un besoin ou à une intention d'achat. Et donc du coup, grâce surtout au smartphone, l'accès à l'information est beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide. Mais du coup, de l'autre côté, l'entreprise a vraiment besoin d'avoir une stratégie sociale qui soit immédiate, pertinente et qualitative. Il existe des parcours clients différents en fonction de chaque internaute, chaque consommateur, mais au final, les besoins restent les mêmes. Donc une fois qu'on détecte le besoin client, le consommateur se questionne, il souhaite apprendre. Il a besoin d'une réponse qui soit immédiate. Le consommateur agit dans l'urgence et a des attentes élevées. Il a besoin d'une réponse qui soit pertinente. Le consommateur a des préférences dont il n'a pas forcément conscience. Il a besoin d'une réponse qualitative. Donc la réponse immédiate, en fait, ça nécessite de la part de l'entreprise d'être présent et visible dès le moment où l'internaute effectue ses recherches. J'ai besoin par exemple du numéro du magasin le plus proche. Je me connecte sur Google par exemple. Numéro de téléphone, boutique qui habille. J'ai besoin d'avoir mon numéro de téléphone immédiatement qui remonte. D'où l'intérêt, je fais une petite parenthèse, d'être extrêmement bien référencé, mais ça c'est un autre débat. On a également besoin d'une réponse pertinente puisque dès lors qu'on se connecte, on a des attentes qui sont élevées et on a une patience du coup qui est relativement faible. On a donc besoin d'un contenu qui réponde à 100% à nos attentes. Et enfin, on a besoin d'une réponse qui soit qualitative. Vous comme moi, lorsqu'on exprime un besoin d'achat, on n'a pas forcément conscience de certains besoins qu'on peut avoir dans le futur, par exemple. Et c'est là où l'entreprise va devoir adapter une stratégie de messages personnalisés par rapport à chaque consommateur, puisqu'on a besoin de répondre au mieux à leurs besoins. Alors, avant d'attaquer en fait une stratégie de réseaux sociaux, nous avons besoin de segmenter le client, puisque comme on l'a vu avec les différentes infographies, on ne va pas adresser le même message en fonction de du client. Je ne vais pas adresser le même message à un acheteur, à un visiteur ou à un prospect. Je vais changer mes messages en fonction de si je suis un homme, si je m'adresse à un homme ou une femme. Moi qui ai 24 ans, je n'ai pas forcément envie qu'on me pousse le même contenu qu'une femme de 40 ans ou alors qu'une famille qui a des enfants ou qui est actif ou inactif sur certains réseaux. Je vous ai remis donc les exemples ici sur Facebook, sur YouTube, Google+, et Twitter. Et oui, Google+, alors il faut savoir que Google+, c'est un des réseaux qui existe depuis pas mal d'années maintenant, je ne sais plus exactement. Mais donc du coup, on a une population, j'utilise des guillemets, qui est un peu plus vieillissante que ce qu'on peut avoir par exemple sur Snapchat, qui est un peu plus récent. Alors sur Pinterest, je vous invite du coup à retourner sur les infographies que je vous ai présentées au début, mais il me semble qu'on est aussi sur une cible qui est plutôt jeune.
Alors, quand intervenir au sein du parcours d'achat? On va prendre un exemple. Là par exemple, à midi, à la fin de mon webinar, je vais avoir faim. Je vais vouloir me faire livrer de la cuisine thaï. Je vais donc faire une recherche en fait de prime abord sur les réseaux sociaux. Mon réflexe, ça va être par exemple sur Facebook, puisque je suis extrêmement active sur Facebook. Je vais rechercher les restaurants qui proposent ce genre de service. Et c'est là en fait que l'entreprise doit déjà se poser les premières questions. Est-ce que mon entreprise, est-ce que ma marque est visible? Qui en parle? Est-ce que j'ai mis en place une stratégie branding qui déjà correspond à la stratégie et à mon image d'entreprise et qui en même temps est assez visible pour l'internaute? Donc je regarde quels restaurants proposent ou quels services, quelles entreprises proposent ce genre de livraison. Et après, je vais rentrer en fait plus en détail. Ça marche un peu comme le système de l'entonnoir en fait, qui va déboucher après à un acte d'achat. Donc je vais rechercher en fait les rapports qualité-prix, mais surtout je vais regarder les avis clients, puisque si une entreprise a des avis clients qui sont négatifs, ça ne me donne pas en fait envie de commander en fait sur cette entreprise. Je remercie Jean, je vois qu'il m'a fourni une adresse TripAdvisor. Je n'y manquerai pas d'aller faire un tour. Donc les avis clients en fait qu'on va retrouver vont influencer sur ma prise de décision. Je vais ensuite rechercher des informations sur les services après-vente, sur les garanties, la fiabilité et les services complémentaires. Par exemple, j'aimerais payer par PayPal. Le restaurant que j'ai sélectionné le propose, c'est super, ça va m'influencer encore plus puisque j'aurai une visibilité sur les services complémentaires. Ça va m'influencer en fait à vraiment diriger mon choix vers cette entreprise. Et donc, on va regarder aussi quelles en ont été toujours les expériences de ces clients. Une fois que j'ai acheté, j'aime dans le parcours client pouvoir être en relation directement avec le restaurant. Donc par exemple sur Twitter, ma livraison a du retard. Est-ce que je peux tweeter directement le restaurant ou via LinkedIn ou via le chat Facebook? Ma livraison est en retard. Avez-vous des nouvelles? Pouvez-vous me donner de la visibilité sur l'heure de livraison? Et si l'entreprise répond, là vous avez tout gagné puisque vous créez vraiment une relation avec votre client. Et enfin, une notion qui est très importante puisque l'objectif d'une entreprise, c'est certes de convertir une première fois et de recruter des prospects, mais ça va être aussi en fait d'inciter le client à recommander une nouvelle fois pour vraiment le fidéliser. Donc, je vais rechercher des informations sur les accès aux produits, la disponibilité et surtout la relation cliente. Est-ce que votre communauté est assez vivante et assez accessible? Est-ce qu'on peut vous contacter facilement même lorsqu'on n'a pas encore commandé? Est-ce que le consommateur bénéficie d'un suivi personnalisé? Donc, comment mettre en place une stratégie de social selling? Donc, on va redéfinir ensemble la définition, enfin le concept de social selling. En fait, par définition, c'est la vente sociale. Ça va être une approche en fait où on va revenir aux bases du commerce, c'est-à-dire qu'on va connecter en fait le vendeur et l'acheteur comme quand on allait en magasin pour tout ce qui va être en fait la découverte du besoin du client et l'expression de son besoin. Mais du coup, dans le social selling, on va vraiment impliquer les réseaux sociaux dans ce processus de vente. On associe en général le social selling à l'inbound marketing. Donc l'inbound marketing, en fait, c'est le fait de faire venir le client à soi. Donc la base au niveau du commerce, ça sera la même au niveau de la vente. On écoute, on est aux écoutes du marché, on identifie des besoins, on fait des propositions de valeur. Au niveau du social selling, en fait, on va communiquer en plus sur la stratégie de l'entreprise grâce aux nouveaux outils de prospection et de communication. Exit les emailing papier et la prospection téléphonique. Maintenant, on passe sur des outils qui sont quand même beaucoup plus modernes. On passe donc sur une stratégie de pull, c'est-à-dire d'attirer le client chez soi. Juste, je vais vous les définir. Donc, pull, c'est vraiment, en fait, d'attirer le client chez soi. Pull, en anglais, c'est tirer. Et push, c'est de pousser du contenu vers le client. Push, pousser. Est-ce que c'est clair, Corinne? Alors, le mailing papier, ça dépend du secteur. Est-ce que vous avez un exemple de secteur en particulier?
Les assurances. Alors, il faut savoir qu'en fait, les assurances passent de plus en plus au niveau du digital. On développe énormément des plateformes et là où le social selling va surtout intervenir, en fait, ça va être pour je vais dire pour la communication en fait en direct. C'est quand même royal si on peut contacter son assureur en direct. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel et je pense que c'est une tendance qui va de plus en plus se démocratiser. Alors, l'immobilier d'investissement, je vais vous décevoir, je ne m'y connais pas assez malheureusement dans ce secteur pour pouvoir vous répondre. Effectivement, peut-être que le mailing papier sera peut-être plus pertinent s'il est envoyé alors par contre aux clients, mais je ne suis pas sûre qu'à des prospects, on va être sur des prospects en fait qu'on va appeler froids. Il va falloir en fait vraiment segmenter et adresser votre mailing papier. Ce qui s'applique également au réseau B2B. Donc, avant de mettre en place le social selling, on va avoir des prérequis. On va demander, en fait, ce qui va être essentiel dans votre entreprise, c'est d'avoir vraiment une transformation numérique qui soit intégrée à votre stratégie. Alors, en psychothérapie, on pratique du pool. Corinne, je suis désolée, je ne sais pas du tout. Donc concernant les transformations donc numériques de votre stratégie, en fait, on a besoin en fait de cette transformation numérique. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon le bénéfice des réseaux sociaux va passer inaperçu auprès de vos collaborateurs. Alors, je regarde du coup la question de Boris. Quel que soit le support utilisé, bien ciblé est quand même une des bases. Il revient à chacun de bien connaître son domaine d'activité. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc on va vraiment avoir besoin d'une transformation numérique puisque comme je vous le disais, sinon les réseaux sociaux vont passer, les bénéfices des réseaux sociaux vont passer inaperçus. C'est vraiment en fait une transformation au niveau des mœurs également à intégrer. Pour la mise en place d'un social selling, on va avoir besoin d'une équipe experte. En tout cas, c'est mon conseil, puisqu'une équipe experte va vous recommander et va connaître en fait les tendances et les innovations en fait sur ces secteurs et va pouvoir vous recommander la meilleure stratégie à mettre en place par rapport à votre stratégie plus globale au niveau de l'entreprise. Il faut mettre en place également une distinction entre réseau professionnel et réseau personnel. Je ne vais par exemple pas aller liker une publication Web Transition. Déjà, vous allez fausser vos analyses puisque ça sera une publication qui sera moins pertinente en termes de clientes et de prospection. Et en plus, comme les réseaux sociaux sont relativement connectés entre eux, les clients vont rapidement s'en rendre compte. On ne peut pas gonfler les chiffres en fait en demandant à ses collaborateurs de liker les publications. Et enfin, il faut mettre en place une veille concurrentielle. Vous avez besoin de savoir ce que font vos concurrents, ce qui se fait en termes d'innovation sur le marché, puisque l'essentiel, c'est de prendre des parts de voix sur vos concurrents. Et de plus, de mon avis, une grande et brillante idée sont nées de plusieurs bonnes idées. Vous avez donc besoin de vous inspirer de ce qui se fait ailleurs. Alors, les 5 étapes pour devenir un bon social seller. Donc, c'est un peu le sujet dont on discute dans les questions depuis tout à l'heure. C'est vraiment bien segmenter sa base CRM, de créer des profils utilisateurs en fonction, en fait, des personnes auxquelles vous voulez vous adresser. C'est de développer votre réseau. Vous avez besoin, en fait, d'interagir directement et de faire participer les clients et les prospects à votre communauté en proposant, par exemple, des concours ou, je vais reprendre un exemple qui m'a bien marqué. C'est Enjoy Phoenix qui est donc une youtubeuse qui est assez connue, qui sur son réseau Facebook en fait a fait participer sa communauté à la création d'un t-shirt qui est maintenant vendu chez La Redoute. Et en fait, ça lui a permis de développer énormément son réseau. Vous avez besoin également d'interagir directement avec votre communauté et d'accompagner le développement. Donc, quand je parle d'accompagner le développement, c'est toujours d'être à l'affût des best practices en fait sur les réseaux sociaux. Et donc le dernier point, c'est surtout d'analyser vos campagnes. Vous avez besoin d'analyser vos campagnes pour vérifier ce qui fonctionne moins bien et pour pouvoir vous adapter et optimiser. Et donc une fois que vous avez mis en place toutes ces étapes, bravo, vous pouvez démarrer votre stratégie de social selling en toute confiance.
Alors, je vous ai remis quelques chiffres. Donc, 87% des clients ont une impression favorable du commercial ou du vendeur qui leur a été présenté via les réseaux sociaux. C'est normal, puisque via les réseaux sociaux, on peut être contacté en direct. Ça rassure énormément le consommateur. 65% des acheteurs confirment que le contenu marketing a un impact significatif sur l'acte d'achat, d'où l'intérêt de vraiment personnaliser le contenu en fonction des personnes qu'on va cibler. Et il en coûte 75% de moins de générer des leads via les réseaux sociaux qu'avec les autres canaux. C'est vrai que les réseaux sociaux font partie en tout cas des leviers de recrutement et de communication qui font partie des leviers qui sont les moins chers. Alors, je vous ai donné 2 best practices en fait au niveau du contenu. Donc, less is more. Less is more, c'est trouver le juste équilibre en fait entre qualité et quantité. Donc, moins communiquer sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire mal communiquer. On ne vous demande pas de faire 5 publications sur chacun de vos réseaux par jour. C'est énorme et au bout d'un moment, on va avoir une fatigue utilisateur qui va se faire ressentir. C'est vraiment en fait de trouver le juste équilibre et du coup de prendre de la place et de captiver l'intention à chaque nouvelle publication. Alors, une petite astuce, en France, c'est l'humour, le clash, la surprise, l'éphémère et le backstage qui fonctionnent le mieux. On a un exemple du coup cette semaine avec les petits pains à 15 centimes, il me semble que c'est Monsieur Copé qui en parlait. Je serais curieuse d'avoir l'évolution du taux de fréquentation de la boulangerie qui les a créés qui les a vraiment créés. Ça serait intéressant à savoir. Et c'est vrai que ça a fait le tour des réseaux sociaux puisqu'on a clashé. Je ne comprends pas la remarque. Qu'est-ce qui n'est pas nommé sur l'image? La boulangerie. Alors, je pense qu'avec tout le tapage médiatique que ça a fait, moi, je l'ai retrouvé très facilement à travers la presse, etc. Et ça a quand même fait un sacré buzz. Donc au niveau de la deuxième best practice, c'est lifestyle is bankable. C'est vraiment inscrire le produit dans une histoire pour capter l'attention grâce à de l'émotion. On va prendre l'exemple d'une commode que j'ai repérée par exemple sur Maison du Monde. La commode, une fois qu'elle est mise en situation avec un miroir qui est posé dessus, une lampe avec un mur qui est bien peint derrière ou un papier peint qui la met en valeur, ça donne quand même plus envie d'acheter qu'un produit qui est mis sur fond gris et qui est plus adapté du coup à un site web. Et donc le fait d'inscrire un produit dans une histoire, ça permet également de réaliser des ventes complémentaires puisque certes la commode j'aimerais l'acheter, mais j'aimerais également prendre le miroir qui a été mis dessus et la lampe, pourquoi pas. On peut reprendre du coup l'idée du storytelling, c'est tout à fait ça. Et donc, pour avoir un contenu qui provoque de l'émotion, il faut se tenir en fait au courant des formats innovants et des plateformes. On a un format qui est sorti il y a pas si longtemps qui s'appelle le Canvas sur Facebook et qui permet vraiment de créer en fait du contenu qui va être très branding. Et après, on a des plateformes comme InstaShop, Snapchat et WhatsApp qui vont permettre en fait de toujours être au fait des nouvelles tendances et d'adapter les contenus. Alors, je vais vous parler maintenant. Alors, le Canvas, c'est un format en fait sur Facebook. Alors, comme ça va être un petit peu difficile pour vous imaginer. En fait, c'est un format pour Facebook qui permet de faire défiler un contenu de haut en bas, de droite à gauche, et vous naviguez vraiment comme vous le souhaitez sur le Canvas. C'est un format qui s'est pas encore énormément démocratisé, puisqu'il faut vraiment avoir du contenu derrière à pousser. Mais je pense que d'ici 2017, on va le voir de plus en plus sur Facebook. Alors, je voulais vous expliquer la stratégie du cheeseburger pour vous ouvrir l'appétit. En fait, la stratégie du cheeseburger reprend en fait toute la stratégie social content à mettre en place. C'est-à-dire que le pain qui vous permet de maintenir vraiment tout le cheeseburger, ça va être la plateforme. On va choisir la plateforme en fonction de l'audience que l'on souhaite pousser. Les condiments, dans un burger, on peut choisir des oignons, des cornichons, des tomates, que sais-je. En fait, ça représente les formats. En fait, donc un carrousel photo, une publication un peu plus simple, un canvas ou également une vidéo online. La salade, en fait, c'est ce qui va donner le croquant à votre publication. C'est en fait la tonalité que vous allez adopter. Comme on l'a vu en fait dans les précédentes infographies,
la tonalité que vous allez adopter va dépendre de la plateforme sur laquelle vous allez être placé. Sur Facebook, on va utiliser un ton peut-être un peu plus humoristique, comme sur Snapchat en fait, où on va adapter un ton un peu plus éphémère. Alors que sur LinkedIn, on va adapter un ton certes professionnel, mais toujours empathique. Le fromage, il n'existe pas de cheeseburger sans fromage. Le fromage, en fait, on l'adapte par rapport aux mots-clés que vous allez mettre dans votre publication. Déjà, ça vous permet d'avoir un référencement naturel qui sera pertinent par rapport à l'image de votre entreprise. Et ensuite, on a la viande. Donc, la viande, c'est le contenu que vous allez pousser, de la promo, du contenu branding, les tendances. Et après, nous avons la sauce, mayonnaise ou ketchup, qui en fait représente l'audience que vous allez pousser. Alors, je vous ai mis plusieurs exemples. En fait, ça vous permettra peut-être de pouvoir vous inspirer si vous avez des entreprises et si vous faites partie des services de community management. Alors moi, j'ai énormément apprécié le SAV en fait de BNP Paribas. Ça reprend un peu le même exemple que sur Twitter, puisqu'en fait BNP Paribas, on peut les contacter directement. C'est un compte qui est dédié intégralement à leur service client et qui en fait permet de rassurer les clients sur leur professionnalisme. Vous avez ensuite les premiers pas de Ben Jerry's sur Instagram. Donc Ben Jerry's, ils ont eu une idée qui était plutôt pas mal en termes de prospection, puisqu'en fait, leur cœur de cible pour Ben Jerry's est le même que chez Domino's Pizza. Ils ont donc proposé une offre spéciale aux clients Domino's Pizza sur des produits Ben Jerry's. Ça incite le client en fait à vous suivre et c'est un premier pas dans la fidélisation clientèle. Nous avons ensuite le service conseil de Evernote, qui en fait publie des vidéos online qui permet de fidéliser également la clientèle. Et je pense que c'est Leroy Merlin qui a également publié par exemple des tutos peinture, etc. sur Facebook qui sont extrêmement pratiques. On a ensuite le contact direct de Jardiland sur Facebook. Jardiland en fait a ouvert la possibilité de publier directement sur la page. Alors ça peut être à double tranchant, je suis effectivement d'accord puisque on peut avoir des clients qui postent des choses plus ou moins négatives. Alors, je suis d'accord qu'on n'a pas forcément tous les mêmes budgets que Ben Jerry's, Leroy Merlin et BNP. Je dirais qu'après, on s'adapte en fait en fonction de certaines plateformes. Il y a des plateformes qui permettent de publier du contenu à moindre coût. Et après, je dirais qu'à votre échelle, c'était une boutique de ma région qui a fait ça, une petite boutique de vêtements, je n'ai plus le nom, je suis désolée, qui avait créé un partenariat en fait avec un salon de coiffure qui était à proximité et en fait ils fonctionnaient à deux pour offrir des relookings. Ça peut être un exemple de partenariat sur les réseaux sociaux à adopter. Vous pouvez toujours en fait en fonction des budgets adapter votre stratégie. Et on ne vous demande pas non plus de faire autant de publications et d'avoir un contenu qui soit, je dirais même que c'est même pas pertinent de mettre autant de budget de Ben Jerry's si on n'a pas une société qui réalise le même chiffre d'affaires que par exemple. Donc je reviens sur le contact direct de Jardiland. Ça peut être à double tranchant puisque si on a un commentaire négatif, ça va influer sur la e-réputation de l'entreprise. Je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, le fait de répondre en fait à ce commentaire négatif permet, je vais dire, de rassurer les autres personnes qui peuvent voir ce post, puisque vous avez quand même une image du coup d'une entreprise qui a une certaine éthique, qui s'intéresse aux problématiques de leurs clients. Donc déjà, ça rassure les prospects, et en même temps, vous allez peut-être pouvoir regagner un client qui a eu une mauvaise expérience au sein de votre parcours d'achat. Alors, si on n'a pas les moyennes, oui, il faut des bonnes idées, d'où l'importance en fait de mettre en place des veilles concurrentielles. Vous pouvez vous inspirer aussi bien des publications de très grosses entreprises et l'adapter en fait à des plus petites entreprises. C'est tout à fait faisable. Mais c'est surtout en fait sur vos concurrents qu'il va falloir s'axer. Alors, le suivi des performances.
Comme vous le savez, quand on met en place des campagnes de stratégie e-marketing, le suivi des performances est extrêmement important. Seulement au niveau des réseaux sociaux, on a énormément de difficultés en fait à vraiment quantifier les apports qu'on va avoir sur notre retour sur investissement en fait. Ce qu'on relève comme difficulté en général, c'est qu'on a du mal à bien suivre le parcours client à travers tous les canaux, puisque maintenant on a surtout des stratégies qui sont multicanales et cross-device. Donc on a du mal en fait à savoir si l'internaute est d'abord passé en magasin, s'il est passé via de l'acquisition ou encore via du retargeting, donc le reciblage en fait. On manque énormément de ressources et compétences. On ne définit en général pas assez précisément les objectifs. On a énormément de volumes de données qui sont à analyser, notamment sur Facebook. On a des outils qui sont peut-être trop statistiques et peu adaptés en fait aux besoins du social marketing. En fait, on a des outils qui permettent de vraiment quantifier les retours sur investissement, mais dans tout ce qui va être réseau social, on ne peut pas en fait qualifier l'apport social, on ne peut pas quantifier l'apport social que les réseaux sociaux vont nous apporter. On a également des évolutions constantes des besoins de mesure et donc on n'a pas d'outils en fait pour attribuer les ventes à un certain levier. On ne parle donc plus de retour sur investissement, mais vraiment de social retour sur investissement. Alors sur Facebook, effectivement, il y a des analyses qui sont possibles grâce à Google Analytics. Ça va vous donner en fait certaines indications, mais en fait les réseaux sociaux vont vous apporter beaucoup plus en fait que le nombre de commandes qui ont été réalisées ou votre chiffre d'affaires qui a été réalisé. Vous avez besoin en fait également de mesurer votre notoriété sur les sites web, et c'est en fait à ce niveau-là qu'on a du mal à mesurer l'impact. Donc, dans le social ROI, en fait, on a deux notions qui sont le Return on Objectives et le Return on Non-Investment. Pardon, mon anglais est pas forcément très bon. On a besoin, en fait, sur le retour, le Return on Objective, c'est donc le retour sur objectif. Quand vous mettez en place votre stratégie social média, vous avez besoin de définir des objectifs qui sont clairs. L'augmentation du chiffre d'affaires, la réduction des coûts, donc ça, c'est vraiment une liste qui est exhaustive, que vous allez donc pouvoir à ce niveau-là mesurer par rapport à Google Analytics. Mais vous avez aussi le niveau de notoriété de votre entreprise, les intentions d'achat, la perception de la marque, le nombre de recrutements que vous allez avoir, le référencement naturel si vous avez été mieux référencé avec les réseaux sociaux, et également l'augmentation du trafic sur site. Je suis désolée, je m'arrête 2 secondes pour boire une petite goutte d'eau. Ensuite, le retour sur la non-présence en fait des réseaux sociaux. Vous avez besoin de savoir quel va être l'impact si jamais vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une grosse goutte, je suis désolée, je suis un peu enrhumée. Vous avez besoin de savoir si on a une détérioration de l'image de votre entreprise auprès des jeunes populations. Si vous n'allez pas être en décalage par rapport aux attentes et aux besoins de vos clients. Et également, si jamais vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, est-ce que vous n'allez pas avoir du coup un dépassement au niveau de vos concurrents qui, eux, contrairement à vous, ont une démarche active sur les réseaux. Alors, au niveau des indicateurs du social retour sur investissement qu'on peut déjà avoir, ça va être surtout ce qui va être la visibilité, donc l'analyse du référencement et du profil des personnes qu'on touche. Est-ce que je touche des personnes qui correspondent à mon cœur de cible? Et dans ce cas-là, optimiser votre stratégie. On a également tout ce qui va être l'acquisition, donc l'analyse des ressources, des provenances des visiteurs sur site. Tout ce qui va être les indicateurs d'engagement, donc l'analyse des interactions en fait qui ont été réalisées sur vos réseaux, le nombre de likes, le nombre de partages et également la qualité en fait des commentaires que vous allez avoir. Ensuite, on peut analyser la tonalité. Donc en fait, c'est analyser le sentiment global des échanges et des discussions, c'est-à-dire que vous allez prendre les commentaires qui ont été faits sur vos publications et estimer en fait finalement l'impact que ces commentaires ont et l'image que les entreprises ont de votre enseigne.
Alors, il y a l'Institut Forrester qui a mis en place en fait une approche. Donc là, c'est très théorique, mais je pense que ça peut vraiment vous aider en fait à suivre vos performances. En fait, ils reposent leur approche sur 4 perspectives. Une perspective financière qui va être en fait les actions que j'ai menées sur les réseaux sociaux ont-elles permis d'augmenter mon chiffre d'affaires ou de baisser mes coûts de recrutement, par exemple. Le management du risque. Donc, une entreprise, est-ce qu'elle est mieux préparée à gérer une crise qui peut affecter sa réputation? Ce qui va être aussi une approche digitale. Les actions que j'ai permis, enfin que j'ai mis en place, est-ce qu'elles ont permis de renforcer la présence de ma marque sur Internet? Et enfin, une perspective marque. L'attitude des consommateurs envers la marque s'est-elle améliorée? Donc, en conclusion, il y a quand même des étapes à suivre pour mettre en place une stratégie de social media pour qu'elle soit réussie. Vous avez besoin de déterminer vos objectifs. Pourquoi est-ce que je vais aller plutôt sur tel réseau social? À quoi ce réseau social va me servir? Vous allez sélectionner les réseaux sociaux qui sont pertinents à votre activité. Vous allez définir votre positionnement. Comment est-ce que je me différencie de mes concurrents? Quel ton il faut que j'adopte? Vous allez planifier des contenus. Attention, ne bombardez pas les internautes de contenu. Vous allez avoir en fait une fatigue utilisateur qui va être énorme et vous allez plus avoir tendance à perdre des clients plutôt qu'à en recruter. Même s'il faut trouver le juste équilibre. Vous allez analyser votre audience et puis après, vous allez pouvoir optimiser vos campagnes. Je vous remercie pour votre attention. Je vais vous mettre, si vous souhaitez télécharger le support, l'adresse à laquelle vous pouvez nous la demander, donc webinar@webtransition.com. Est-ce que quelqu'un a encore des questions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels je peux intervenir? Alors, à terme, ces process, on aimerait qu'ils soient automatisés. J'avoue qu'on manque encore des outils, comme c'est une tendance qui est assez nouvelle. On manque encore d'outils en fait sur le marché pour pouvoir automatiser vraiment toutes ces pratiques. Mais on a, par exemple, alors, c'est adapté à des gros groupes, mais on a la plateforme Business Manager de Facebook qui vous permet en fait d'optimiser vos campagnes grâce à un algorithme. Alors sur LinkedIn, je dirais que ça dépend surtout du secteur sur lequel vous êtes, mais je dirais que si on est aux alentours de 2 à 3 publications LinkedIn par semaine, c'est bien puisque c'est un réseau sur lequel on est quand même un petit peu moins actif. Surtout au niveau de vos clients. Alors là, je parle en termes de B2C, mais si vous avez des clients qui sont B2B, ça permettra en fait de montrer que vous êtes vraiment au fait de ce qui se passe sur votre marché et sur les tendances en fait actuelles. Dans l'agroalimentaire, je vous conseille 2 à 3 par semaine. Mais après, il faut aussi faire par rapport au contenu que vous avez. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ne pas publier un contenu qui ne va pas être pertinent et publier un petit peu moins souvent. Alors, quand on est seul dans une petite structure, je vais dire qu'il va falloir adopter en fait une stratégie de community management. Ce que je vous conseille, c'est d'être vraiment d'adopter un ton en fait assez proche de vos clients, de jouer vraiment sur la personnalité que vous voulez apporter en fait, que la personnalité de votre entreprise. Et vraiment de pas chercher en fait à concurrencer les très grosses marques et de faire en fait à votre échelle des contenus qui sont vraiment pertinents et adaptés à votre secteur. Et dans ces cas-là, je vous conseille de vous limiter en termes de plateforme à Facebook, puisque je pense que c'est maintenant un réseau social qui est vraiment démocratisé. Je sais pas après dans votre secteur si LinkedIn est vraiment pertinent, si LinkedIn et Twitter sont pertinents. Après, j'avouerai que si vous organisez des événements, ça pourrait. Donc, je vous les conseille. Et je vous avoue que si vous organisez par exemple des événements au sein de votre société, avoir un réseau comme Twitter, ça vous permet en fait d'animer votre événement en direct. Alors là, c'est pareil. Comme on l'a vu, en fait, vous n'allez pas adresser de la même manière en fonction des profils utilisateurs sur les réseaux. Vous avez vraiment besoin, en fait, de faire un état des lieux de votre cœur de cible.
Et en fonction de ces cœurs de cible, vous pouvez retrouver les infographies que je vous ai mis dans la présentation sur Internet. En fonction de votre cœur de cible, vous pourrez voir quelles sont les plateformes les plus adaptées par rapport à celles-ci. Oui, je suis d'accord. En B2B, malheureusement, les réseaux sociaux ne sont pas encore tout à fait démocratisés. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vous en prie. Je vous souhaite donc un bon appétit pour les personnes qui vont manger et je vous dis donc à très bientôt en tout cas.